Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir un nouvel instrument de bord qui est l'anémomètre ou le badin du nom de son inventeur. Nous verrons de façon simplifiée qu'est-ce qu'un anémomètre, comment ça fonctionne, les différentes vitesses et plages de vitesse, enfin les différentes pannes et que faire en cas de panne. Donc l'anémomètre ou le badin est un instrument de bord que l'on va donc retrouver à bord de l'avion et qui va permettre de mesurer la vitesse de l'avion. Il est important de noter qu'on va mesurer la vitesse de l'avion par rapport à une masse d'air. On aura l'occasion d'y revenir par la suite. Contrairement au compteur de vitesse d'autres moyens de locomotion, l'anémomètre ne va pas mesurer le nombre de tours de l'hélice par exemple, mais va mesurer une différence de pression. D'ailleurs, lorsqu'on reprend le mot anémomètre, on va retrouver deux particules grecques, anémo, tout ce qui est vent, air, et mètre, tout ce qui est mesure. Donc on va bien être dans une mesure liée à l'air. D'ailleurs, il suffit de reprendre l'une des expériences que j'évoquais dans une autre vidéo. Lorsque vous êtes en voiture à l'arrêt et que vous passez votre main par la fenêtre, vous ne sentez rien. Par contre, si vous sortez votre main par la fenêtre à 30, 40 ou 50 km/h, vous allez sentir une sorte de résistance, une sorte comme si l'air exerçait une pression sur votre main. C'est exactement cette pression que l'on va essayer de mesurer avec l'anémomètre. Comme je l'ai dit, c'est une vidéo assez simplifiée où on ne va pas évoquer le théorème de Bernoulli, de grandes équations, de grandes formules mathématiques, juste retenir celle-là, que la pression dynamique, qui représente la vitesse de l'avion, égale la pression totale moins la pression statique. Reste à savoir où trouver la pression totale et où trouver la pression statique pour trouver cette pression dynamique. Pour la pression statique, si vous avez vu la première vidéo sur l'altimètre, vous savez qu'elle est mesurée grâce aux prises statiques. Pour la pression totale, elle va être mesurée grâce aux capteurs qu'on appelle les tubes pitot. Donc vous avez peut-être déjà entendu, vous l'avez peut-être déjà vu lors de vos visites prévol. Pour que vous puissiez vous représenter les choses, sur nos petits avions, les avions légers, les prises statiques sont généralement présentes des deux côtés du fuselage, donc sur le fuselage, et le tube pitot, lui, va souvent être présent au niveau de l'une des ailes. L'anémomètre est constitué d'une capsule anéroïde, donc une capsule qui se déforme et dont les déformations sont élastiques. Cette capsule est alimentée en pression totale par le tube pitot. Cette capsule est elle-même enfermée dans un boîtier étanche où règne une pression statique, donc alimentée par les prises statiques. Les déformations de la capsule résultent de la différence de ces deux pressions et par conséquent donnent la pression dynamique. Elles sont amplifiées et transmises à l'aiguille de l'indicateur par le mécanisme que l'on voit sur le schéma. L'indicateur de vitesse, ou ASI en anglais, pour Airspeed Indicator, peut être gradué en nœuds, en miles par heure ou en kilomètres/heure. A noter que 1 nœud égale 1 nautical miles par heure et 1 nautical miles égale 1852 mètres, d'où 1 nœud égale 1,852 km par heure. Comme on peut le voir, l'indicateur de vitesse des avions légers comporte des arcs de couleur codée permettant aux pilotes de connaître les limites de vitesse de certaines manœuvres. On retrouve l'arc blanc qui est égal à la VFO, Flap Operating Range, qui est la plage des vitesses d'utilisation des volets. Sa limite inférieure est la VS0, Stallpeed 0, qui est la vitesse de décrochage en configuration d'atterrissage, volet sorti au maximum, train d'atterrissage sorti s'il y en a un. La limite supérieure est la VFE, Flaps Extended, qui est la vitesse maximale autorisée pour sortir les volets. On retrouve ensuite l'arc vert, qui est la Normal Operating Range, la plage des vitesses en utilisation normale. La limite inférieure est la VS1, la Stallpeed 1, qui est la vitesse de décrochage en configuration lisse, volet rentrée et train rentrée s'il y en a. La limite supérieure est la VNO, Maximum Structural Cruising Speed, qui est la vitesse maximale de croisière, qui ne peut être dépassée qu'avec prudence et en air calme. Enfin, on retrouve l'arc jaune, Caution Range, qui est la plage des vitesses autorisées avec prudence en air calme. On trouve enfin le trait rouge, la VNE, Never Exceed Speed, qui est la vitesse à ne jamais dépasser. Il faut noter que la vitesse lue sur l'anémomètre est l'IAS, l'Indicated Airspeed, mais qu'il existe d'autres vitesses en fonction de corrections apportées. Par exemple, la CAS, Calibrated Airspeed, est l'IAS corrigée de l'erreur de position, une erreur due notamment aux perturbations de la pression statique résultant des mouvements de l'avion. L'ES, l'Equivalent Airspeed, est la case corrigée de l'erreur de compressibilité. Les problèmes de compressibilité n'apparaissent qu'au-delà de 300 nœuds, donc il y a peu de chances que ça nous intéresse, nous, PPL.
La tasse, true airspeed, est la vitesse réelle de l'aéronef par rapport à la masse d'air. La vitesse propre VP est la composante horizontale de la tasse. Et enfin, la vitesse sol, important, est la vitesse de l'avion par rapport au sol. Elle peut être différente de la vitesse R en fonction de la composante de vent de face ou de arrière. Enfin, il faut savoir que par défaut, l'anémomètre est calibré par rapport à l'atmosphère standard, c'est-à-dire une pression de 1013 hectopascales et une température de 15 degrés. Dans toute autre condition, il faudra apporter deux corrections, une correction d'altitude et une correction de température, que l'on verra dans une prochaine vidéo. Voyons voir maintenant les différentes pannes possibles et les différentes pannes fréquentes sur l'anémomètre. Donc tout d'abord, la panne qui est liée à la prise de pression statique, donc qui alimente en pression statique. Donc généralement, c'est lié à l'obstruction de la prise. Donc soit parce qu'on a laissé un cache-pitot, soit parce qu'il y a des insectes, soit il y a des saletés ou autres qui obstruent la prise statique. Donc sur notre petit schéma, ça se traduit par une non-alimentation en pression statique. En vol, ça va surtout se traduire par le fait que l'altimètre ne va pas varier lorsque l'on sera en montée ni en descente. Donc c'est une façon de détecter la panne. Si vous êtes en train de monter et descendre et que l'altimètre ne bouge pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Par contre, ça veut aussi dire que cette panne est non détectable en palier. En termes de vitesse, et pour faire simple, si la panne intervient en vol, il faut savoir qu'il y aura un danger en descente car la vitesse lue sera de plus en plus surestimée et inversement en montée, la vitesse sera de plus en plus sous-estimée, donc c'est quand même assez dangereux. Une solution en cas de panne de la prise de pression statique et si votre avion en est équipé est bien entendu d'utiliser la prise statique de secours. Voyons voir maintenant la panne liée au blocage de la prise de pression totale, le tube pitot. Donc la panne peut intervenir parce qu'il y a une obstruction également du tube pitot, donc pour les mêmes raisons, soit un cache qui n'est pas enlevé, soit des insectes, mais également un givrage du tube pitot qui peut arriver. Et dans ce cas-là, l'anémomètre n'est plus alimenté en pression totale, uniquement en pression statique. Si la panne intervient au sol, donc par exemple si vous avez oublié de retirer le cache-pitot, à ce moment-là la vitesse restera constante et égale à 0. Donc lors de l'accélération au décollage, la vitesse et l'aiguille ne vont pas bouger et normalement vous devriez le détecter et faire un arrêt décollage. Si la panne intervient à une altitude X, la pression totale dans la capsule restera égale à celle qui existait avant la panne et l'IS, donc la vitesse lue, ne sera plus fonction que de la pression statique et donc de l'altitude. C'est-à-dire que si on a une altitude supérieure à X, la pression statique, elle, va diminuer et l'IS augmenter, ce qui incitera le pilote à réduire la vitesse. A l'inverse, lorsqu'on sera à une altitude inférieure, l'IS va diminuer et donc ça va inciter le pilote à augmenter la vitesse. Donc il y a vraiment une impossibilité de déterminer une vitesse correcte dans ce cas. Donc les remèdes en cas de blocage de la prise de pression totale, c'est si on pense être dans des conditions givrantes, se mettre, activer l'interrupteur du réchauffage pitot. Sinon, eh bien, revenir au basique, c'est-à-dire mettre les préaffichages d'assiette et de puissance, comme on le fait dans les premières leçons sur le pilotage de base. Voyons voir le dernier cas, le blocage des deux prises de pression, donc la prise de pression statique et le tube pitot. Donc autant vous dire que c'est un cas assez rare. Donc dans ces conditions, il n'y aura plus de variation de pression totale, plus de variation de pression statique et donc plus de variation de la vitesse indiquée. Cette dernière sera égale à celle qui existait avant le blocage total. En ce qui concerne les remèdes, on va reprendre les remèdes qu'on a cités précédemment, liés aux deux prises. Utiliser la prise de pression statique de secours, mettre le réchauffage carbu. Et si vraiment rien ne fonctionne, eh bien, on revient encore au basique et au préaffichage d'assiette et de puissance. De toute façon, il faut noter que quelle que soit la panne, si on aurait par exemple une panne de l'instrument en lui-même, ce qui est encore plus rare, on revient au basique, au préaffichage. D'ailleurs, vous verrez normalement dans vos leçons de pilotage de base ou dans la suite, ça sera un exercice que vous donnera votre instructeur, c'est-à-dire qu'il vous cachera avec un cache l'anémomètre et il vous demandera de piloter en utilisant les préaffichages. Donc c'est un très bon exercice. Finissons par tout ce qui est prévention, en tout cas au niveau du pilote, c'est-à-dire qu'on ne va pas évoquer ici tout ce qui est la maintenance des appareils, etc.
Donc au sol, avant le vol, bien effectuer la visite pré-vol, s'assurer d'avoir enlevé tous les caches, s'assurer d'avoir vérifié qu'il n'y a pas d'obstruction des prises, insectes, etc. Lors du décollage et de la phase d'accélération, effectuer les contrôles habituels, c'est-à-dire vérifier que le badin actif, que l'aiguille bouge bien. En cas de doute, ne pas hésiter à faire un arrêt décollage. En vol, avoir l'esprit critique sur ce que l'on fait, c'est-à-dire que lorsque l'on est en montée ou en descente, si l'altimètre ne varie pas ou si les vitesses, les variations de vitesse sont incohérentes, bah, ne pas hésiter justement à avoir cet esprit critique, à remettre en cause les instruments et dans le cas d'une panne, revenir aux basiques et aux méthodes de préaffichage. Enfin, lorsque l'on revient au sol après le vol, ne pas oublier de remettre tous les caches pour éviter des obstructions par des insectes ou autres. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile dans votre formation, éventuellement pourra être un rappel pour les autres. Si vous avez des questions ou des points que vous voudriez approfondir dans une autre vidéo ou dans un article du blog, n'hésitez pas à intervenir comme toujours dans les commentaires. Je vous souhaite à tous de très bons vols et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.